Bonsoir à tous. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Miavi. Merci. Je m'appelle Priska Mungita. Je suis stagiaire chez OS. La session présente, la session présente c'est autour du sous-thème Le femmes dans la francophonie, défis de leur présence dans les institutions. Nous avons comme intervenante Madame Françoise Makoukou, Madame Dioro et Madame Fatma. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, en vous saluant vous tous, en faisant un grand clap pour toute l'organisation, le comité d'organisation, la structure du fonds avec Massan, autour de Massan, mais toutes les personnes qui se sont agglutinées autour de Massan pour préparer les grandes lignes de ce forum. Moi, j'ai été témoin, et je peux le dire, de la capacité de mobilisation, la conviction que vous avez eue pendant des mois et des mois à vous retrouver tous les jeudis, une fois tous les 15 jours, pour avancer dans la préparation. Alors moi, vous m'avez demandé, s'il vous plaît, moi, vous m'avez demandé de parler des défis, les défis que les femmes dans la francophonie rencontrent par leur présence ou leur non-présence dans les institutions. Je voudrais dire en guise d'introduction que depuis 2010, l'Organisation internationale de la francophonie a choisi de prioriser son action autour de la construction d'une stratégie francophone de mobilisation et de plaidoyer en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation. Ah, mais ces messieurs ne sont pas, ils sont pas élégants. Hein. Vous avez vu comment ils ont frappé la porte? C'est terrible. Je suis dans un atelier et les messieurs ne sont pas, ils sont pas élégants. Hein. Ils m'ont claqué la porte. Je suis, voilà. Donc, la francophonie a voulu créer au sommet de Dakar, les pays membres de la francophonie avaient exprimé leur engagement à soutenir la participation des femmes et des jeunes aux instances et l'atteinte de la parité au sein des instances décisionnelles aussi, c'est affirmé à ce moment-là. Ensuite, on est allé au sommet de Tana en 2016, où les pays membres de l'OIF ont encouragé de nouveau l'intégration politique, économique et sociale des femmes et des jeunes. De plus, à la conférence des femmes de la francophonie tout récemment, en 2017 à Bucarest, des États et gouvernements membres de l'OIF se sont engagés à lever les obstacles qui entravent la participation pleine et effective, ainsi que l'accès en toute égalité à la vie économique, politique, sociale et culturelle des femmes dans les pays francophones. Le sujet de la parité dans tous les domaines de la vie économique et politique aussi a été un point qui a été évoqué. Mais il est clair, et vous serez d'accord avec moi, qu'on est bien loin du jeu. On est bien loin. Parce qu'en tant que chef de communauté, d'entrepreneur, de travailleuse agricole ou encore chef d'entreprise et à opportunité égale avec les hommes, avec un accès égal aux ressources productives et aux services et opportunités économiques, les femmes sont en mesure de contribuer à hauteur de 28 milliards de dollars, a-t-on dit, au PIB mondial d'ici 2025. Et il est aussi sidérant de voir donc que ces possibilités de contribution énormes que nous avons de la part des femmes francophones et de constater les lacunes quant à ces politiques et aux programmes transversaux qui sont mis en place par nos États et gouvernements. Alors, il y a eu certainement des progrès qui ont été faits, on n'en disconvient pas, mais les progrès sont trop lents. Et on sait par ailleurs qu'au rythme où nous progressons, il faudra plus de 50 ans pour vraiment atteindre l'égalité des sexes en francophonie et ailleurs dans le monde. L'exemple des femmes du Commonwealth également nous préoccupe parce que c'est un modèle que nous aurions souhaité faire suivre par les femmes francophones, mais nous n'y arrivons pas. Mais c'est parce que tout simplement, les femmes du Commonwealth
sont soutenus par leurs instances internationales. Et ça manque au niveau de la francophonie. La francophonie ne soutient pas assez ces réseaux de femmes, ces groupes aux OSC de femmes qui travaillent autant dans le cadre du développement que dans le cadre de la politique et dans le cadre de la justice et de l'égalité, donc femmes-hommes. Nous avons pensé que plusieurs pays qui ont adopté des mesures de discrimination positive pour assumer la parité homme-femme dans l'appareil judiciaire, y compris dans des postes élevés, nous manquent ici en francophonie. Et suivant le modèle d'autres pays comme le Canada ou le Royaume-Uni, l'Irlande s'emploie, par exemple, à créer une commission de nomination au poste de l'appareil judiciaire ayant notamment pour objectif l'instauration de la parité femmes-hommes. En 2013, le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol a approuvé le plan pour l'égalité des chances dans les carrières judiciaires et ils y sont parvenus. Et on se demande donc pourquoi les autres pays de l'OCDE, mais également les pays africains, ne font pas l'effort qu'il faut pour intégrer cette donne dans les dispositions qu'ils prennent au sein de leurs institutions pour que les femmes puissent accéder à des positions également de qualité et au high ranking dans le pouvoir judiciaire, mais également dans les autres pouvoirs politiques. Alors, on se demande si 2022 pourrait être considéré comme une année charnière pour l'égalité femmes-hommes. On pense qu'un quart de siècle après Pékin, après le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et après le 5e anniversaire des ODD, mais également après 50 ans après la naissance de l'OIF, on note des chiffres clés. Par exemple, au niveau des hautes sphères de responsabilité de l'État, en francophonie, sur 88 pays membres, il y a seulement 5 chefs d'État femmes. Il s'agit de la Belgique, de l'Estonie, de la Géorgie, de la Grèce et de la Serbie. Dans les parlements nationaux francophones, il y a seulement 4 pays qui comptent 50% de plus ou plus de femmes dans les chambres basses ou uniques de parlement. C'est le Rwanda, c'est Cuba, c'est la Bolivie et c'est les États arabes unis qui comptent plus de 50%. Nous avons 19 autres pays qui ont atteint ou dépassé 40%, dont 9 pays d'Europe, 5 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et 4 pays en Afrique et un seul pays dans la région Pacifique. Dans des pays francophones également, on recense 27 États dans lesquels les femmes représentent moins de 9% du Parlement dans les chambres basses uniques. Et au rythme actuel, la parité entre les sexes dans les instances législatives nationales, pour la francophonie, cette parité ne sera pas atteinte avant 2063. Qu'en est-il de l'administration? Dans les données de 150 pays francophones, les femmes constituent 30% des membres élus des organes de délibération locaux. Il est donc vrai que les progrès existent, mais je vous dis encore qu'ils sont trop lents. Et l'absence de représentation égale des femmes et des hommes dans les instances de prise de décision politique est une violation du droit fondamental de l'égalité femmes-hommes. La participation équilibrée à la vie politique, le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes dans les prises de décision sont l'objet d'un consensus international fixé dans la déclaration et le programme d'action de Pékin. La plupart des pays du monde n'ont pas atteint l'équilibre entre les sexes et peu d'entre eux ont fixé ou atteint des objectifs ambitieux en matière de parité des sexes. Le constat, il est donc sans équivoque. Nulle part, nous n'avons autour de nous, et en francophonie en particulier, l'égalité des sexes n'est atteinte. Des inégalités massives entre les hommes et les femmes persistent encore et se renouvellent sous d'autres formes. Et l'enjeu central aujourd'hui est de faire de l'équilibre entre les femmes et les hommes une réalité vécue. Un horizon est à fixer, celui de 2030, du programme du PNUD pour le développement durable qui a été accepté par les 193 États membres des Nations Unies. Les défis maintenant. Les défis, on en a au niveau individuel. Ils concernent chaque individu, chaque élu, femme ou homme, dans son estime de soi, dans ses capacités et qui s'interroge aussi sur les enjeux relatifs à la répartition des tâches familiales. Au niveau organisationnel,
on interroge les conditions de travail. Et ici, les conditions qui rendent possible une réelle participation des femmes et des hommes aux espaces de décision, en tenant compte des horaires de travail, aux ambiances de travail non sexistes, aux mesures favorisant l'articulation du temps de vie, la gestion des ressources humaines qui soit aussi optimisée. Au niveau sociétal, les défis se comptent à mais dont l'un des rôles est de questionner les normes sociales pour lutter contre les inégalités. Les défis de la visibilité des femmes francophones est tout aussi problématique à ce niveau-là. Un autre défi tout aussi fondamental est celui de la langue française. Cette langue adaptée ou adoptée par nous tous, hein, en Afrique en particulier, mais que l'on prend comme une langue universelle. La pensée, comme le président, reconnu comme langue officielle et même de travail dans la plupart des organisations internationales. Et pourtant, l'idée d'un déclin inexorable se fait sentir, y compris chez les Français eux-mêmes, parce que les Français eux-mêmes parlent anglais dans les institutions où la langue française est admise comme langue de travail. Alors, les réponses que l'on peut donner, nous, il nous faut absolument arriver à suivre et à évaluer les progrès dans la représentation des femmes au poste de décision. Les États doivent renforcer les quotas et même la parité, pourquoi pas, dans les listes électorales pour faciliter l'accès des femmes à la prise de décision. J'ai entendu ma sœur Fatoumata en parler ce matin, parce qu'en ce moment, on prépare les élections législatives chez nous. Mais il n'y a pas de mesures ambitieuses pour les femmes. Donc, accroître la représentativité des femmes dans le processus électoral dans nos différents pays, c'est fondamental en francophonie. La deuxième réponse, c'est promouvoir des politiques susceptibles d'améliorer la représentativité des femmes dans l'espace politique, dans les instances de décision et leur apporter l'assistance nécessaire pour formaliser leurs activités économiques, développer des programmes de formation, de renforcement de capacité des femmes, surtout en milieu rural. La troisième proposition de solution est de renforcer les capacités d'intervention, de négociation, d'influence, c'est-à-dire de prise de parole, par la formation, par l'information sur leurs droits, le droit des femmes et en général, et les droits spécifiques en particulier. On propose également de favoriser des concertations, comme le forum sur les femmes francophones actuellement. Il nous faut absolument augmenter les cercles de concertation pour la promotion de la langue française au niveau des conférences internationales. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, mais également dans les autres continents, au niveau pendant les réunions des organismes de coordination régionale, que les francophones qui sont dans ces instances-là n'initient pas une concertation dans la langue française sur le sujet dont on discute. Il faut encourager les États et les gouvernements à examiner et à modifier le cas échéant toutes les lois, réglementations politiques et pratiques à caractère ou effet discriminatoire envers les femmes et les filles afin de les rendre conformes aux obligations, aux engagements et aux principes relevant du cadre international des droits des hommes. Il faut enfin prendre des décisions fondées sur des données probantes, désagrégées par sexe, sur des analyses comparatives selon le sexe. Et ça, c'est le plus difficile. Je suis à un atelier actuellement sur la migration et je vous assure, on doute d'avoir des structures de statistiques nationales parce que absolument aucune donnée n'est désagrégée selon les sexes. Donc, la production des femmes, la contribution des femmes, y compris au PIB de nos différents pays, est absolument difficile à mesurer. Je voudrais conclure en disant que l'existence et l'application des droits des femmes sont des jauges du niveau de démocratie de nos pays et à l'intérieur de nos communautés. Elles sont significatives du degré de maturité de nos gouvernements et démontrent à souhait combien la prise en compte des droits des femmes dans l'élaboration des politiques publiques de nos pays est avantageuse sur le plan économique, social et politique. Il faut également souligner que les lois émises ont le pouvoir de changer le fonctionnement légal de la société. Il faut aussi que les femmes profitent de leurs droits et que leur mentalité s'adapte à cette nouvelle réalité. Et là je lance un coup d'œil aux femmes elles-mêmes.
depuis Mexico, Copenhague, Nairobi et Pékin. La longue lutte pour les femmes, les droits des femmes, est en train de faire des effets, certainement au niveau mondial, même si c'est lent. Mais nous savons maintenant qu'il nous faut associer le global au local et vice-versa, et faire avancer les progrès à engranger, et que cela nécessite des stratégies pertinentes à renouveler systématiquement pour redresser les déviations éventuelles. Et parmi les stratégies pertinentes actuelles, je vois la stratégie du Forum francophone des femmes que vous avez initié. Je pense qu'il faut que tout le monde vienne s'associer à vous. On en parlera d'ailleurs demain à notre panel. Je crois que notre panel, c'est le 26, le panel du RFEFH, puisqu'on parlera des coalitions et des réseaux et de leur force de frappe pour changer la donne dans nos différents pays. Je vous remercie. Merci Françoise. Wow. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre intervention. Madame Françoise, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Oui. Alors, vous me donnez la parole, merci beaucoup. Et je pense que nous avons vraiment compris par cette présentation du professeur Ndioro que sur le plan institutionnel, la francophonie, nous sommes encore très en retard. Et donc, j'aurais voulu aussi que Fatma, je ne sais pas si elle est déjà là, que Fatma nous parle du réseau des femmes dans la francophonie. C'est un réseau qui existe donc. Est-ce que Fatma peut nous parler de l'implication des femmes déjà à ce niveau et si là-bas nous avons une lueur pour changer la situation? Je ne sais pas si Fatma est avec nous sur cet appel. J'espère qu'elle n'a pas de problème de connexion parce que Fatma intervient à partir de Nouakchott et souvent elle a des difficultés il s'agit de Fatma El Khoury, du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, n'est-ce pas? Oui. Alors, si Fatma n'est pas là, oui. Donc, si Fatma n'est pas là, peut-être que... Je disais, si Fatma n'est pas là, peut-être que nous allons juste ouvrir pour les questions, pour celles qui ont des questions par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Priska, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a Fatoumata Bintou Yafa. Il me semblait que Fatoumata Bintou Yafa devait aussi intervenir. Oui, elle a la parole. Fatoumata, vous voulez intervenir? Merci. Merci, Ndoro. Je suis très, très satisfaite de vous savoir. C'est tout juste aussi pour dire, depuis ce matin, j'y suis parce que dans le cadre de ces thèmes, c'est très intéressant. Maintenant, quand je parlerai de notre contexte, c'est au niveau du réseau national des femmes travailleuses du Sénégal. Dans notre contexte, nous avons eu à voir les inégalités qui existent dans le milieu du travail. Sachez que dans le milieu syndical, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Maintenant, c'était pour régler ces gaps. Nous avons eu à faire intégrer les femmes du secteur de l'économie informelle pour qu'on pèse de notre poids, pour qu'on soit là et pour revendiquer la place qui nous revenait d'office. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu une oreille attentive au niveau des hommes, vu le degré, le pouvoir qu'ils ont et qu'ils ne veulent pas partager avec les femmes. Et c'est de là qu'on a eu l'idée de construire, d'avoir le réseau national des femmes travailleuses, mais d'une façon intelligente, je le dis d'habitude, c'est intelligemment et d'une manière bien réfléchie que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on mette en place le réseau des femmes travailleuses du Sénégal. Et que ce réseau soit un cadre, le réseau soit un cadre mobilisateur. Ça veut dire que nous voulons que cette organisation puisse mobiliser et soit apprenante et arrive à transformer l'environnement, notre environnement, par l'engagement que nous avons, l'engagement des femmes. Et dans le cadre du respect aussi, d'une façon inclusive de toutes les couches de femmes que nous avons. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit aussi,
il fallait que ça soit très structuré avec les normes et tout, mais aussi qu'on ait un objectif clair, la promotion de l'égalité inclusive en milieu du travail, dans le secteur privé, public, parapublic. Nous avons aussi au niveau des mutuelles de santé. Aussi, professeur, même si nous allons au niveau des Nations Unies, nous ne sommes pas préparés en conséquence. Nous arrivons à nous limiter aux autres dans le cadre de la... Les fonds sont beaucoup plus en avance et tout que nous. À espace dans leur environnement. Ça veut dire la terre, ce qu'elles vont récolter, avoir des formations en tout nous qu'on puisse porter. Et dans le cadre de nos activités aussi, on s'est dit que nous allons renforcer les capacités des femmes, faire de telle sorte de développer leur leadership. Et c'est ça qui va nous permettre cette prise en charge économique. Ça veut dire que nous ne devons pas toujours attendre. Et là, c'est parce qu'on s'est dit, on était dans les organisations, on a eu à financer certaines femmes, mais malheureusement, sans formation, ces financements n'ont pas abouti. Et on s'est dit qu'il est temps qu'on les forme en technique managériale, comment faire les comptes et autres, la prise en charge à leur niveau maintenant de tout ce qu'elles ont à faire. C'est ça qui nous importe. Donc, c'est pour dire que le développement du leadership de ces femmes pour se prendre en charge. Maintenant, nous nous sommes dit aussi, nous voulons avoir un cadre de concertation pour la protection sociale des femmes du secteur de l'économie informelle. Ça veut dire c'est celles qui vendent les cacahuètes, celles qui vendent les petites et moyennes entreprises, quoi. Ça veut dire que celles qui arrivent à transformer les céréales locales et autres. On a dit qu'elles ont besoin d'avoir une certaine sécurité de leur santé et la prise en charge aussi de leur maternité. Et là, on s'est dit qu'il nous faut le cadre que nous allons développer, mais la mise en place de notre cadre, renforcer notre communication, ça veut dire la communication du RENAFES, parce que c'est une organisation fêtière. On s'est dit que c'est la première organisation dans le milieu du travail. Au début, les hommes n'ont pas bien compris, mais aujourd'hui, ils sont en train de nous comprendre et d'accompagner, sachant que vraiment, c'est une organisation qui est là et qui va faire un travail donné. Maintenant, les résultats que nous devons attendre, parce qu'à chaque fois, quand les gens travaillent, ne se demandent pas quels sont les résultats que nous voulons obtenir et que nous devons nous y atteler. Une fois, on a eu à faire une certaine mobilisation dans le cadre de la ratification de la Convention 183. Nous avons pu l'obtenir. Et maintenant, c'est l'application de cette convention. Ça veut dire avoir un mois de plus dans les congés de maternité et que nous ayons les crèches, que ces femmes aussi soient prises en charge au niveau de la Caisse de sécurité sociale dans les fonds sociaux que l'État a mis en place et que les femmes ignorent. Nous sommes en train de nous dire que tout récemment, le 3 novembre passé, le président de la République, au niveau du Conseil des ministres, a dit que le ministère d'État n'a qu'à réfléchir pour la protection de la femme enceinte, mais nous aussi, on a dit aussi après l'accouchement de la mère, de l'enfant et au niveau de la famille. Nous nous sommes dit que
nous voulons mettre, tout à l'heure je le disais, les bureaux régionaux et départementaux. Ça veut dire que nous voulons à tous les niveaux que le RENAFES y soit. Et quand le RENAFES y est, à ce moment-là, nous allons former au niveau local les femmes pour la prise en charge maintenant de nos préoccupations. Et que ces préoccupations, qu'on puisse les matérialiser, savoir au moment où nous devons revendiquer, au moment ce que nous voulons et ce que nous allons demander pour qu'au moins au niveau des localités, avec les nouveaux maires qui vont être installés, et ce que nous allons mettre. En tout cas, nous, au niveau national, on a eu à faire une marche avec le caucus des femmes. Et là, on a demandé à toutes les femmes maires de porter, celles qui sont candidates. Et maintenant, les maires aussi au niveau des localités, toutes les femmes qui sont, parce que nous avons la parité au niveau de ces listes. Mais au niveau de l'instance suprême, ça veut dire le poste de maire, nous n'avons pas la parité. Et on s'est dit que maintenant, d'autant plus que dans les listes, nous avons la parité, que les femmes demandent qu'on puisse, dans les marchés, qu'on ait des toilettes hommes-femmes, qu'on ait des crèches communautaires, c'est possible. Et on a même expliqué comment faire pour l'avoir. On a dit aussi qu'on ait des infirmeries et de l'eau potable pour que les femmes puissent accéder correctement et travailler dans un environnement sain. Ça veut dire que nous voulons un milieu de travail décent, mais aussi une vie décente pour les femmes. Concernant maintenant la mise en œuvre, nous nous sommes dit un plan de renforcement de capacité doit être élaboré. Des plaidoyers, nous allons les faire. Les bureaux seront mis en place. Maintenant, l'impact direct que ce que nous demandons soit, c'est la mise en œuvre de ce réseau qui va permettre une prise de conscience des femmes. Ça veut dire que nous sommes en train de tout faire pour que les femmes aient confiance en elles-mêmes, essayent de poser leurs problèmes et se dire c'est possible, que nous devons y aller et que nous devons réussir à ce niveau dans le milieu du travail. Mais tout en étant maintenant avec les autres femmes de la société civile, parce qu'on est dans les 35 organisations de la société civile, le professeur ne va pas me démentir, parce que son organisation est dedans. Nous avons les 35 organisations de la société civile qui luttent contre les violences en milieu contre les violences. Nous avons fait de telle sorte qu'on a eu une loi sur les viols qui ont été criminalisés et aussi dans le milieu du travail. Et ça, nous avons eu à faire le plaidoyer. Je pense que je vous ai même envoyé une vidéo pour ça. Dans le milieu du travail, nous avons fait le plaidoyer pour demander maintenant le durcissement des peines au niveau du milieu du travail. Ça veut dire que le harcèlement et on a mis aussi la pédophilie. Donc, nous allons continuer à faire la sécurité des femmes sur le plan social, économique, réglementaire et culturel. En conclusion, le RENAFES est pour les femmes un cadre de renforcement de capacité, d'épanouissement, de solidarité féminine qui certainement permettra une prise de conscience des femmes sur leur potentialité et leur capacité de participer activement dans le développement économique. Et on a comme devise la promotion des femmes, par les femmes, pour les femmes, avec les femmes. C'est ça notre credo et on se dit la détermination et la fierté qu'on soit des femmes et l'inclusion pour toutes les femmes travailleuses, qu'on soit ensemble. Maintenant, et être aussi avec les autres femmes de la société civile pour simplement trouver le bien-être de la femme. Merci. Wow. Merci beaucoup, Madame Fatoumata. Merci pour votre présentation. Oui. Et nous voyons que votre organisation répond à quelques défis dont a parlé le professeur Ndioro. Félicitations à vous. Merci. Voilà, nous avons fait une petite erreur lors de la présentation des intervenantes. En fait, Madame Françoise n'était pas prévue pour cette session. Du coup, nous allons laisser place aux questions. Si vous avez des questions, là, je m'adresse à toutes les participantes. Je crois que sont toutes des femmes.
Si vous avez des questions à poser à madame, au professeur, à la professeure Ndioro ou à madame Fatoumata, voilà, l'espace vous est ouvert pour poser des questions. Nous allons prendre 2 premières questions et puis les intervenantes vont répondre et puis on reprendra encore avec la session questions. Allô? Allô, vous m'attendez? Oui, oui, on vous entend. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux 2 intervenantes? Voilà. En attendant que les autres interviennent, j'aurais peut-être une question à poser à la professeure. Voilà, je voudrais savoir par rapport aux défis au niveau de la langue française. Je voudrais savoir, professeur, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'alphabétisation de la langue anglaise? Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au problème d'apprendre l'anglais. On doit être au niveau à la page, soit pour le travail, soit pour intégrer dans une communauté quelconque. Qu'en dites-vous? Parce que vous avez soulevé parmi les solutions pour promouvoir la langue française, alors que nous avons un autre défi pour apprendre l'anglais. Qu'en dites-vous? Oui, c'est une excellente question et vous avez tout à fait raison. Ce qu'on souhaite, c'est de ne pas abandonner la langue anglaise du tout. C'est de profiter de la langue anglaise, de la connaître, mais également de donner la place qu'il faut à la langue française. Ce que nous dénonçons, c'est la prééminence d'une langue sur une autre. Mais ce que nous préconisons, c'est l'égalité d'utilisation des langues, de ces 2 langues-là. Il faut que nos enfants soient aussi performants en anglais qu'en français, ou en français qu'en anglais. Donc, c'est ce double effort-là, ce double regard qu'il faut jeter sur nos institutions de travail que le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes appelle à faire. Il faut que l'Organisation internationale de la francophonie et le Commonwealth se mettent ensemble pour que les 2 langues puissent prévaloir. Regardez l'exemple des Nations Unies. Quand le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes a été créé, on a été invité pour la première fois, c'était pour la première fois au CSW, à la Commission du statut de la femme, au mois de mars. Et la première édition, c'était déjà en 2015, je pense. Et je ne vous dis pas, les francophones rasaient les murs. Quand on rentrait dans une salle de travail où les gens étaient aux Nations Unies, mais vous savez, personne ne se préoccupe de savoir qui parle anglais et qui parle français, qui parle une autre langue. Les panels se déroulaient en anglais et tout de suite. Et ceux qui géraient les panels ne se préoccupaient pas de savoir si vous compreniez ou pas. L'essentiel, c'est que c'était produit en anglais et que ceux qui devaient réagir et interagir, c'est des gens qui avaient compris le message, c'est-à-dire ceux qui comprenaient l'anglais. Et quand on a fini cette première édition, on s'est dit au sein du RFEFH, l'année prochaine, cela ne se passera pas comme ça. L'année prochaine, il y aura des panels en français. Et on invitera les anglophones également. Mais tous les francophones qui vont être présents à la commission du statut de la femme vont avoir un refuge dans les panels que nous allons organiser. Nos panels ont été organisés dans les mêmes eaux, dans les mêmes niveaux, avec autant de percutes que n'importe quel groupe anglophone, mais c'était en français. Et on leur disait que si vous voulez maintenant qu'on vous traduise, si vous voulez qu'on interprète, on le fera. Mais à la base, notre langue de travail sera le français. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, la 2e année, on n'a pas arrêté de faire salle full à partir de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. On était épuisés, on était tous épuisés au bout d'une semaine parce qu'on avait le droit de séjourner pour une semaine. À chaque fois, on séjourne pour une semaine aux Nations Unies pendant le High Level Segment de la CSW, mais c'était extraordinaire. Et c'est depuis donc 2015
que les panels sont faits également en français et que on est publié dans le journal des Nations Unies et que toutes les ONG et les gouvernements aussi savent que à tel endroit, sur tel thème de la Commission du statut de la femme, le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes s'exprime et on est invité à les joindre. On l'a fait en 2015, donc 2016, 2017, 2018 et 2019 aussi. C'était notre dernier CSW parce qu'après il y a eu la COVID et on n'est pas allé en présentiel depuis. Nous aurons une réunion en présentiel dans quelques jours, au mois de décembre, ce sera à Paris, où l'on se retrouve après 2 ans d'absence, 2 ans, disons, où nous travaillons par Zoom. Mais c'est la première fois qu'on aura une présentielle à la réunion au niveau de la francophonie à Paris le 14 et le 15 décembre. Voilà ce qui s'est passé. La langue française, moi, me préoccupe parce que c'est ma langue de culture, c'est la langue de pensée, c'est la langue où j'exprime mes idées, c'est la langue où je suis le plus clair. Cela ne m'empêche pas de parler en anglais et de discuter en anglais quand je le veux. Mais au lieu de parler un anglais qui est bancal et d'avoir des discussions où mes idées sont tronquées, je préfère m'en tenir à ma langue française, même si je comprends l'anglais. Voilà, ce n'est pas donc pour Prisca qui m'a interrogé là-dessus, ce n'est pas une histoire de remplacer une langue pour une autre, c'est une histoire de prendre les langues à égalité et de nous donner l'opportunité de nous exprimer aussi clairement dans cette langue dans laquelle nous pensons, nous vivons, nous écrivons, et que dans la langue anglaise qui est la langue de ceux qui gèrent finalement le monde. Wow. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si d'autres personnes, d'autres personnes ont des questions à poser aux 2 intervenants qui ont beaucoup à nous apprendre en tout cas. Allô? Voilà, il n'y a personne. Oui, je vois. Bon, Madame... moi j'ai une question. Oui, mais bon, je ne sais pas si le professeur Ndioro pourra y répondre. J'aurais bien aimé savoir au sein de la francophonie, est-ce qu'il y a des réflexions, est-ce qu'il y a des initiatives justement pour faire avancer cette parité entre les femmes, pour parler un peu plus des droits des femmes, parce que de ce que nous savons de la francophonie institutionnelle, elle est plus culturelle, elle est plus dans l'humanitaire plutôt que dans la politique, dans les droits. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Mais je vais essayer. Tu sais, française, il existe au sein de la francophonie, d'abord le RFEFH, ce groupe qui a été créé au décours du départ du président Abdou Diouf de la francophonie, c'était en 2014, 2013-2014, et ce RFEFH a une charte qui est dans Internet, qui est dans notre site. Hein. Si vous voulez y aller et voir, vous verrez le mandat qui avait été donné au RFEFH et qu'on met en œuvre jusqu'à présent malgré les handicaps de la francophonie, de la pandémie du nom à COVID-19 et malgré le fait également que la francophonie dépense moins pour ce type de problème que pour d'autres. C'est un choix, hein, c'est un choix que nous constatons. Mais alors, non seulement vous avez la possibilité de discuter de l'égalité femmes-hommes au sein de ce réseau-là, pour ceux qui sont membres du réseau ou bien pour ceux qui veulent juste être informés, qui nous interpellent, mais il y a une autre structure au-dessus même du réseau, une structure dans laquelle le réseau est membre et qui s'appelle la COIMG, la conférence des organisations internationales francophones, qui est dirigée par une de nos collègues sénégalo-canadiennes, Ndeye Marie Fall, et qui comprend plusieurs entités, dont le RFEFH. Cette conférence a même une commission qui s'appelle la Commission des enjeux globaux,
hein, qui est tenue par une autre de nos amis, hein, parce que nous pensons que les questions de la société civile, les questions de la langue, de la culture, les questions de l'éducation, les questions de la santé, les questions de l'égalité femmes-hommes, les questions politiques, ce sont des enjeux globaux absolument transversales que la francophonie doit appréhender. À part cela, ces deux structures, vous avez au sein même de l'institutionnel au niveau de la francophonie, vous avez l'unité EFH, l'unité égalité femmes-hommes, qui a été créée dans notre lancée et sur proposition de Michael Jean, qui était l'ancienne secrétaire générale. Et cette unité donc s'occupe de l'intégration de l'EFH dans tous les programmes institutionnels de la francophonie. Vous voyez à quel niveau cette unité-là se situe. Donc, c'est eux qui prennent en charge la question de l'égalité femmes-hommes et essaient de l'intégrer autant dans les questions politiques, dans les questions économiques, dans les questions sociales, etc., au sein de l'institutionnel de l'OIF. Voilà, sinon, toutes les autres structures sont libres aussi, selon leur penchant et leurs sentiments, leur tendance à intégrer la variable EFH dans leur programme. Et vous avez ici à Dakar, d'ailleurs, une institution de formation qui s'appelle l'IEF, l'Institut d'enseignement et de formation en langue française, qui intègre maintenant la question de l'EFH, parce qu'ils nous ont demandé de les aider à intégrer l'EFH dans les programmes de formation des institutions francophones, pédagogiques francophones. Voilà. Sinon, moi, c'est les plus familiers que j'ai, les structures les plus familières que j'ai en tête, maintenant que je vous réponds, mais je suis convaincue qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Françoise, merci. Merci, professeur. Madame Françoise, vous êtes satisfaite? Oui, c'était une très bonne réponse et donc ça nous donne la responsabilité de suivre également le travail de tous ces réseaux parce que nous apprenons qu'ils existent, mais dans la réalité, nous ne suivons pas pour savoir exactement qu'est-ce qu'elles font et pas que quand il y a des conférences, mais aussi comment est-ce que cela se déroule. C'est excellent comme question, Françoise. Et peut-être qu'on aura en discuté à notre prochain panel, celui du RFEFH et que l'équipe de Massan a bien voulu organiser. Je pense que c'est pour le 26. Je n'ai plus en tête l'heure, mais c'est pour le 26. On a un panel sur les coalitions et les réseaux en francophonie. Voilà. Merci beaucoup. Je vois Madame Tossou a aussi une question. Vous avez la parole. Oui, Madame Tossou. Madame Tossou, vous êtes là? Elle a levé la main. Madame Ayoun également a levé la main. Oui, dans ce cas, on va passer la parole à Madame Aïnou, Nathalie, en attendant que Madame Tossou nous rejoigne. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir au professeur Ndoro. Merci beaucoup pour votre introduction. Moi, ma question, elle est celle-ci. J'aimerais savoir, est-ce que, bon, c'est une demande, si vous avez des conseils à nous donner par rapport aux techniques de réseautage des femmes en milieu rural, parce que, disons, elles n'ont pas toutes accès à... Je suis désolée, je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien, Madame Ayounou. S'il vous plaît, voulez-vous reprendre? Oui, je disais, je vous remerciais par rapport à votre intervention. Oui. Et je demandais si vous pouvez nous donner des conseils en technique de réseautage par rapport au groupement de femmes en milieu rural, parce que très souvent, elles n'ont pas accès à Internet. Mais nous faisons la promotion du genre, les aider à se démarquer, les rendre plus importantes et activer plus leur côté leadership pour qu'elles puissent mieux réussir dans la société, dans tous les domaines.
Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Madame Ayounou. Moi, je pense que Fatoumata Bintou Yafa, d'ailleurs, aurait pu répondre à cela. Pour les femmes rurales, la question de la langue et de la traduction de ce qu'on fait dans les langues nationales, c'est absolument clé. Hein? Que vous travaillez, que vous transcriviez tout ce qui est leadership, tout ce qui est capacité dans nos langues nationales endogènes, que vous les traduisiez pour elles, que vous donniez des exemples avec elles, que l'enseignement, que la pédagogie soit adaptée à leur niveau et à elles-mêmes, ça c'est clé. Hein? Je pense que vous pourriez aussi vous inspirer de ce que on a fait ici sur la Fédération des groupements de promotion féminine, ici qu'on a transformé en fédération plus tard de groupements d'intérêt économique pour créer de petites SME ou de petites SMI qui se sont fédérées et qui ont une force de frappe extraordinaire. C'est parti du milieu rural jusqu'au milieu suburbain, même jusqu'au milieu urbain. Et ces femmes mises ensemble, elles sont capables de balayer n'importe quel système ou n'importe quel programme tenu par d'autres femmes qui ont été à l'école et qui ont leur capacité, leur expertise. Moi, les capacités de changement que j'ai vues chez les femmes du milieu rural, à qui on a donné un peu plus de force, un peu plus de capacité, un peu plus de visibilité et de lisibilité et une petite écoute, mais c'est une force de frappe extraordinaire. Extraordinaire. Oui, ce qu'on peut faire, c'est discuter. On pourrait demander au forum, peut-être, d'avoir un sujet là-dessus. On peut faire un Zoom, une réunion Zoom là-dessus, et les uns et les autres pourront donner leur avis et surtout dire leur expérience de leur région ou du pays dans lequel ils sont. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce que madame... Merci beaucoup, prof. Est-ce que madame Fatoumata aurait quelque chose à ajouter par rapport à la question de madame Nathalie? Oui, c'est dans le cadre des réseautages, c'est normal parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des grands ensembles. Le problème, c'est au niveau des femmes rurales. Comme l'a si bien dit Doro, elles parlent notre langue, notre dialecte. Et aussi, on a aussi des femmes qui ont eu à avoir leur diplôme et maintenant qui sont devenues des femmes rurales. Donc, c'est possible qu'il y ait connexion. Il faudra les organiser, que ça soit un réseautage à tous les niveaux. Et même nous, dans le milieu du travail, le réseau que j'ai, c'est au niveau national. C'est important qu'on soit au niveau de la francophonie ensemble pour pouvoir échanger avec les expériences des unes et des autres pour nous permettre d'améliorer davantage le cadre que nous avons. Donc, le réseautage, je pense qu'avec la francophonie, c'est important et je pense que c'est comme font peut-être, ou bien les responsables comme Nyoro et autres au niveau de la francophonie peuvent aider à faire une certaine fédération, un certain réseautage à tous les niveaux, au niveau des pays africains francophones et au niveau des pays francophones, tout simplement d'ailleurs, au niveau des pays francophones. Je pense que nous serons encore beaucoup plus fortes et nous allons développer certaines compétences et capacités que nous avons parce que les autres n'ont pas plus que nous. Hein. Mais le malheur est qu'on n'est pas trop visible. C'est tout simplement, on ne se fait pas entendre. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose, Fatoumata, à ce que tu dis, excuse-moi. J'ai parlé avec Madame Nakandoy, comment elle s'appelle, celle qui dirige... Non, pas Fambay. Fambay est du syndicat. Mais la dame de Aïda. Comment elle s'appelle? Madame Ndoye de Rufisque. De Rufisque, oui, qui est dans le milieu rural. Voilà, ouais. Tenendoy. Ah, Tenendoy. Et je vais parler avec elle. Je lui avais proposé, est-ce que tu veux avoir un grand coup économique avec toutes les femmes, puisqu'elles font maintenant du bio,
des légumes bio qu'elle organise et qu'elle nous livre dans nos maisons. C'est toute une organisation entrepreneuriale qu'elle a pu mettre en place avec les femmes agricultrices de toute cette zone des Niayes, entre Dakar et Rufisque, en culture maraîchère bio. Et je l'avais dit, tu sais, les forums économiques que l'on fait, c'est toujours les hommes qui sont là. Voilà, c'est ça le problème. Le patronat, il n'y a pas de patronat chez les femmes, vous savez. Pourquoi les femmes rurales ne peuvent pas créer une sorte de patronat pour elles? Elle me dit, ah, Yoro, ça c'est trop compliqué, toi aussi, c'est difficile, tu vas nous amener ça et puis après tu vas nous lâcher. Ce n'est pas le cas, c'est pas mon travail. Je leur ai dit, c'est pas pour moi non plus, c'est pour vous, parce que je pense que vous êtes des patrons. Il faut que vous le fassiez savoir. Et en tant que femme, ce serait la première fois que le chef de l'État, par exemple, Macky Sall, pourrait se lever un beau jour et voir dans les journaux et dans les télévisions qu'il y a un groupe de femmes agricultrices, du moins, agricultrices qui ont leur PME et qui tiennent leur barque et qui se plantent devant lui en lui disant que nous sommes de grands patrons et que nous voulons être considérés comme tels. Je pense que c'est possible. C'est le problème que les femmes ont, c'est avec qui? Parce que il y a l'UNAQUA, il y a le CNP et il y a le CNES qui sont là. Mais malheureusement, ils sont agrippés à leur système archaïque. Et il n'y a que des hommes, la plupart c'est des hommes. Il n'y a que des hommes, merci. Il n'y a que des hommes. Ils ne laissent pas la place aux femmes. Moi, j'ai refusé de prendre des médailles, des awards. Par exemple, je ne sais pas quoi d'or, il y a un truc en or que l'on donne avec ces forums de grands patrons. Et je leur ai dit, je ne vois pas pourquoi les femmes ne sont là que pour être décorées. Je suis désolée. Vous nous choisissez parmi la queue de la liste que vous avez, d'une part, et puis ensuite, pourquoi nous ne sommes pas parmi ceux qui promeuvent ça? C'est vrai. C'est vrai, il n'y a que des hommes. Il faut le faire, Et les jeunes sont là. Moi, je compte beaucoup sur vous. Il faut le faire, les enfants. Moi, je n'ai plus l'âge de le faire. Je n'ai même plus la force de le faire. Mais j'ai les idées. Je peux les partager. Je pense que c'est intéressant, c'est très important. Et il faudra que, parce que nous, moi, exemple, je suis tenue d'organiser au niveau de l'NFS aussi les femmes entrepreneurs avec nous dans le secteur privé. Elles ne sont pas très engagées au niveau du CNP et autres. C'est parce que malheureusement, elles sont trop piétinées par les hommes. Je ne sais pas. Bon, ça va venir parce que nous sommes obligés de travailler et de faire avec. Très bien. Merci beaucoup. En fait, à travers vos interventions, je viens de me rappeler qu'à Kinshasa, j'ai rencontré une femme qui a créé une entreprise de cosmétiques. C'est par rapport aux études qu'elle a faites aux États-Unis. Elle est rentrée à Kinshasa pour travailler avec les femmes rurales. Elle a recruté beaucoup de femmes qui font des recettes de grand-mère. Vous savez, ces recettes que les mamans faisaient à l'époque où, par exemple, il faut utiliser l'huile de palme comme crème de beauté, la transformer en crème de beauté. Alors, elle a recruté beaucoup de... Le karité, par exemple? Karité. Oui, par exemple, ce genre de produits. Alors, elle a offert l'emploi à beaucoup de femmes. Il y a même celles qui avaient déjà abandonné ce genre de recettes. Elle a réveillé en elle ces goûts-là du genre revenir en arrière, revenir à nos cultures, à nos valeurs et l'a mis ça en valeur. Et aujourd'hui, ces produits se vendent même en Europe et aux États-Unis. Elle continue toujours à travailler avec ces femmes. Et beaucoup de ces femmes rurales ont trouvé un toit, sont capables de subvenir aux besoins de leur famille et participent aussi à des formations. Et voilà. Et là, je vois dans ça... Mais Prisca, excuse-moi, il faut absolument qu'on les sorte de la pauvreté. Moi je ne comprends pas. Maintenant, les plus grosses maisons cosmétiques européennes ou américaines
utilise les graines de karité, les graines de moringa, l'huile de soja, l'huile quoi. Il y a énormément que moi-même j'utilise d'ailleurs comme huile pour la peau. Et ces bonnes femmes-là, elles n'ont que très peu de toute la chaîne. Comment valoriser la chaîne donc, de production de ces produits cosmétiques et comment intégrer ces femmes? Si on prenait au sérieux cette proposition de former un patronat du monde rural, des femmes du monde rural, mais je te promets qu'avant que les Chinois ou les Indiens ou même les Français ne viennent vous faire cueillir les fleurs d'hibiscus, vous faire cueillir le moringa, les graines de moringa, etc., eh bien, on pourrait taper sur la table et demander leur part, non? Vous ne pensez pas? Si, en tout cas, vous avez raison. Voilà. Merci Moi, beaucoup. Je vais être obligée de reprendre ma réunion, mes chères sœurs. Je vous laisse avec Fatoumata. Et demain, je vous retrouve. D'accord? D'accord. Allez, merci. bye bye. Bonsoir, Ndiaye. Avant de partir, Ndiaye. Merci Vraiment, infiniment. Ndiaye, wallahi. Avant de partir, s'il vous plaît, Ndiaye. Merci beaucoup, professeur. Oui. Mes salutations, je suis très fière de vous. C'est Aminatou de la Ouattani. Merci, ma sœur. Vraiment, merci ces initiations, on doit les dupliquer, on doit essayer de sensibiliser les femmes sur ces bonnes choses pour qu'elles puissent changer, pour que l'Afrique se développe. Donc, merci, vous pouvez vous retirer et je vais continuer. Et on est là, on est avec vous, on reste avec vous. On reste avec vous. Merci, ma sœur de Mauritanie. Merci beaucoup, merci. Nous voulons tous le développement. On n'est pas différents, nous sommes les mêmes. Oui, Madame Aminé. Bonsoir, donc, mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir, Madame. Donc, je suis très contente d'être parmi vous. Et je suis très contente pour toutes les initiatives qui ont été débattues toute la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes africaines, surtout rurales, qui n'ont pas accédé à ces genres de développer leur agriculture, de développer leurs connaissances culturelles et les valoriser. Donc, on doit sensibiliser, on doit former et initier les gens sur ces initiations-là pour revenir à leurs valeurs et pouvoir travailler et les mettre dans de bonnes conditions pour qu'elles puissent travailler et faire développer leur activité pour qu'elles puissent aussi développer l'Afrique. Parce que les femmes africaines, c'est des femmes travailleuses. Mais elles travaillent en même temps, elles n'ont pas de soutien financier, elles n'ont pas des banques qui les financent et autre chose. On doit les former sur la gestion financière simplifiée, on doit les former sur toutes les techniques que l'Afrique a délaissées sur leurs valeurs et leurs coutumes et revenir sur leur culture, sur, comme vous avez dit tout à l'heure, les anciens plats, les anciennes coutumes, les anciennes crèmes, les anciennes choses, tout ça là, on a perdu toutes ces valeurs, on doit revenir sur ça. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour valoriser ces choses et revenir pour pouvoir travailler. Parce qu'on a toutes les matières premières, mais on ne sait pas comment les faire et comment les valoriser. Donc, je crois qu'on a besoin de beaucoup de sensibilisation, de formation et d'initier les femmes en réseautage pour échanger à chaque fois des femmes qui échangent avec les autres, qui leur donnent les bonnes méthodes, les bonnes conditions de travail, comment financer son projet, comment le gérer, comment faire jusqu'à y arriver et pouvoir développer toutes ces actions-là, surtout dans le domaine de l'informel, comme ce que ma sœur Fatimata a dit. Donc, si les femmes s'initient, peut-être qu'elles-mêmes, elles vont cotiser pour pouvoir sortir un fonds de la sous-région et travailler avec. Et quand chaque chose qui va venir se poser sur ça, ça va être en plus et travailler. Merci beaucoup. Donc, c'était une petite intervention. Je suis vraiment contente de toutes ces initiations. Je sais que les femmes africaines, c'est des femmes battantes. C'est des femmes aussi qui supportent beaucoup de choses, qui travaillent. Et je sais que aussi, les femmes doivent être impliquées dans toutes les postes de décision, surtout sur les résolutions de conflits. On a un problème de ces conflits aussi qui handicapent les travaux des femmes.
On a besoin que les femmes soient impliquées dans tous les postes de décision parce que ce sont les femmes qui sont perdantes. Elles sont soit mères, filles, femmes ou sœurs, et à chaque fois, toutes les choses reviennent sur elles parce que c'est elle qui va soigner ou bien qui va rester avec les enfants ou bien qui va rester avec un mari malade ou qui va rester avec un mari imputé ou je ne sais pas quoi. Donc, les femmes, elles doivent se mobiliser en réseau pour pouvoir revenir et se concerter avec nos fils, avec nos maris, avec nos frères, avec notre entourage pour pouvoir faire sortir l'Afrique de tous ces conflits et revenir à nous-mêmes pour pouvoir travailler. Et merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup.